Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez La Ville en pratique. Premier épisode de l'année, je me permets de vous adresser mes meilleurs vœux en vous souhaitant une année 2025 peut-être un petit peu moins riche en rebondissements que la précédente. On va commencer par une revue de presse avec plusieurs choses. On va bien évidemment évoquer l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, qui a été condamné par la justice, mais aussi plusieurs choses, notamment le succès du train à grande vitesse de Taïwan, qui conduit un petit peu à un effet de saturation, à plusieurs choses aussi, comme le succès de la ville de Tainan, encore une fois dans un classement des villes à visiter à travers le monde, et aussi, on va évoquer l'immobilier toujours et encore, qui est toujours l'un des plus gros problèmes des villes taïwanaises. Rendez-vous aussi à la fin de l'émission pour la lecture du mois, qui concerne le magazine Théamag. Comment le succès du train à grande vitesse a conduit à une pénurie ? On va dire comment ce train est devenu victime de son succès, c'est la question que pose le magazine Commonwealth, disponible en anglais, donc je vous invite largement à lire l'article si vous en avez la possibilité. Alors, l'article commence justement sur cette question et pose un préambule. Autrefois en difficulté financière, le TGV taïwanais, on peut le dire, est aujourd'hui victime de son propre succès. Malgré l'augmentation des services, la fréquentation record rend les billets de plus en plus difficiles à obtenir pour les passagers. Les statistiques du train à grande vitesse taïwanais sont claires. En 2017, environ 60,5 millions de passagers. En 2024, des prévisions, près de 80 millions de passagers. C'est plus de 20 millions. C'est une augmentation assez conséquente. Et dans cet article, il essaie de décrypter, de comprendre pourquoi ce train est victime aujourd'hui de son succès. Plusieurs points. Le premier mis en avant, la stratégie tarifaire ciblée. Effectivement, THSR, qui gère du coup ce train à grande vitesse, a visé plusieurs segments de clientèle avec des programmes sur mesure. C'est ce qu'explique Cheng Yuanxiang, professeur au département des sciences de gestion des transports de l'Université nationale Cheung Kong, qui note que justement le chemin de fer s'est progressivement intégré au réseau de transport qui existait à Taïwan, avec tout le réseau de gares qui a été développé aussi à travers le pays. Les offres d'appel qui existent notamment pour les étudiants par exemple, ont permis à ces usagers de s'habituer à prendre le train à grande vitesse, et aujourd'hui pour certains qui travaillent, continuent à le prendre justement pour faire leur trajet, puisque c'est vrai que c'est très pratique et très accessible. Le deuxième point qui est mis en avant, c'est la notion de redéfinition des voyages à Taïwan. Le train s'étend sur 350 km le long de la côte ouest et a transformé l'île, c'est dit comme ça, en un cercle de vie d'une journée. En effet, maintenant, avec les transports en commun, vous pouvez faire le tour de Taïwan. De toute façon, c'est assez simple. Au milieu, il y a des montagnes, donc c'est compliqué de passer d'un côté à l'autre. Mais en tout cas, le réseau de transport ferroviaire permet de faire le tour de l'île, dont une bonne partie en train à grande vitesse. Et donc, ça permet justement de faciliter les déplacements dans les trajets des Taïwanais. Là où c'est aussi intéressant, c'est que c'est presque contre-intuitif, mais ça a réduit les distances moyennes de déplacement des Taïwanais. En 2007, c'était 228 km par trajet. Aujourd'hui, on est à 171, grâce notamment à cet essor des trains à grande vitesse qui permettent des trajets rapides et directs entre les principales municipalités. Enfin, troisième point qui est mis en avant, on l'a dit, la politique tarifaire ciblée, mais donc aussi le prix des billets qui est abordable et stable. Ça, c'est une chose qui est très pratique quand on prend le train à grande vitesse à Taïwan. C'est effectivement que les prix des billets ont été gelés dans le cadre d'un plan mené par le gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le train à grande vitesse notamment est très utilisé par les Taïwanais, par ses côtés pratiques, mais aussi par son coût abordable et ciblé en fonction des différentes catégories de population. C'est, à bon entendeur, si jamais des personnes en France et responsables des transports ferroviaires nous entendent, c'est quelques peut-être pistes d'idées qui sont à creuser pour rendre ça de plus en plus intéressant. Mais en tout cas, le problème aujourd'hui, c'est que, vu le succès et vu l'augmentation du nombre de passagers, les billets sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et ça pose de nouveaux problèmes d'accès à ces transports en commun. Et ça va être difficile d'assurer une réponse effective en termes de fréquence des trains à grande vitesse si la demande continue à augmenter de la sorte.
Très rapidement, on parlait de train à grande vitesse, eh bien, on vous en a parlé sur RTI en décembre. Le prolongement de la ligne de train à grande vitesse, justement, jusqu'à Pingdong. C'était le Premier ministre Cho Jong-tai qui avait annoncé ça, effectivement, que eh bien, les trains à grande vitesse seraient prolongés vers l'extrême sud du pays jusqu'à Pingdong via la gare de train de Kaohsiung, ce qui va permettre notamment de rendre aussi accessible ce mode de transport aux habitants du Sud, et ça permettra aussi à de nombreux passagers d'aller visiter le sud du pays beaucoup plus rapidement. La grosse information et la grosse actualité des villes taïwanaises en décembre, c'est un scandale, en tout cas des scandales politiques on pourrait dire, et notamment on a beaucoup parlé sur Radio Taïwan International au cours du mois de décembre, au cours des jours précédents. Eh bien c'est le président du TPP et l'ex-maire de Taipei, Ko Wen-je, qui était inculpé pour corruption. Effectivement, donc c'est un scandale politique énorme. L'ancien maire de la capitale condamné pour corruption, c'est quelque chose qui n'arrive quand même pas tous les jours à Taïwan. Il a été notamment accusé d'avoir reçu des pots de vin et aussi d'autres chefs d'accusation de corruption pour une valeur totale de plus de 17 millions de dollars taïwanais, environ 500 000 euros, c'est énorme. Et des pots de vin en lien avec des accords immobiliers passés pendant son second mandat de maire entre 2018 et 2022. Mais là où ça ne s'arrête pas, c'est qu'il y a aussi des irrégularités qui ont été observées dans les dons qui ont été reçus pendant la campagne présidentielle de 2024, et apparemment l'ancien maire de Taipei et ses complices auraient détourné près de 63 millions de dollars taïwanais, 1,8 million d'euros de dons politiques qui sont donc aujourd'hui étudiés, et donc le maire de Taipei s'expose à des peines de prison. On vous résume tout ça sur Radio Taïwan International, on va pas refaire le match comme on pourrait dire dans cette revue de presse, je vous mets les liens sur la page de l'émission, mais en tout cas voilà, c'est l'un des scandales politiques les plus importants des dernières années à Taïwan. Il n'est pas le seul à avoir été suivi de près par la justice. Décidément, la politique taïwanaise est pleine de surprises, mais en tout cas, la justice fait son travail, c'est presque rassurant. Et on vous en a aussi parlé sur RTI. La chef du comté de Ilan, condamnée à plus de 12 ans de prison pour corruption en première instance. C'est Lin Zemiao, qui est la chef du comté de Ilan. Eh bien, elle a été reconnue coupable de corruption mais aussi de blanchiment d'argent, une pratique donc apparemment courante. Elle était condamnée à 7 ans de prison ferme et à 6 ans d'inéligibilité pour corruption, et à 3 ans et 6 mois pour blanchiment d'argent, et à 2 ans et 6 mois pour avoir touché des revenus de sources inconnues en tant qu'agent de l'État. Ce qu'on vous précisait, c'est qu'elle était accusée d'avoir exonéré des terrains privés de la taxe sur la plus-value foncière en échange de terres utilisées par le Kuomintang, son parti politique, pour la campagne des élections présidentielles et législatives de 2020. Donc c'est un deuxième scandale politique qui a fait peut-être un petit peu moins de bruit à Taïwan, mais qui est aussi choquant que celui du maire, l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je. Donc après le TPP et le Kuomintang, il fallait bien que le Parti démocrate progressiste, le parti au pouvoir, eh bien, soit aussi concerné par des procès pour corruption. Eh bien là, ça concerne l'ancien vice-premier ministre Chang Wen-san, qui était aussi l'ancien chef l'ancien maire de la super municipalité de Taoyuan. Lui, il nie les accusations, c'est ce qu'il a déclaré lors de l'audience préparatoire qui s'était tenue au tribunal de Taoyuan. Il est accusé, encore une fois, là, dans une histoire de projet d'aménagement du territoire, en tout cas de développement industriel, d'avoir reçu une mallette contenant 5 milliards de dollars taïwanais, près de 150 000 dollars américains, apparemment début septembre. Alors, l'ancien maire de Taoyuan, eh bien, lui, nie en bloc, mais en tout cas, il est entendu dans cette affaire. Plein de rebondissements, vous l'avez entendu, à Taïwan, concernant les représentants politiques du pays. Mais ce n'est pas terminé, il y en restait une petite dernière. Il y a une enquête en cours sur les chefs de quartier taïwanais naturalisés chinois. Là aussi, on vous en a parlé sur RTI. C'est une série de vidéos réalisées par des youtubeurs, Bajong et Minan Lang, qui accusent la Chine de mener une campagne pro-unification. Et ça a attiré l'attention des autorités taïwanaises. Et selon ces youtubeurs, eh bien, la Chine permettrait aux Taïwanais d'obtenir des cartes d'identité
chinoise, et il y aurait au moins 5 chefs de quartier taïwanais, vous savez, ces espèces d'élus locaux à l'échelle de quartier, eh bien, qui auraient décidé d'obtenir la nationalité chinoise. Et donc, le ministère de l'Intérieur a demandé à ces collectivités locales de faire valoir la loi taïwanaise sur la nationalité qui interdit la double nationalité. Et donc, se mène une enquête sur cette question. Décidément, le mois de décembre, plein de rebondissements à Taïwan. Un point très rapide sur les transactions immobilières dans les 6 super municipalités taïwanaises. Eh bien, elles ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 ans en 2024. Les transactions immobilières, je parle de résidentielles et commerciales, dans les 6 super municipalités, Taipei, Nouveau-Taipei, Taoyuan, Taichung, Kaohsiung et, j'oublie la dernière, Tainan, eh bien, ont atteint une forte demande au cours des 6 premiers mois de 2024. C'est ce qui ressort des chiffres du gouvernement taïwanais. Plusieurs facteurs sont mis en avant par différents experts immobiliers. Des facteurs pas très très précis, mais si on peut en citer quelques-uns dans l'article de Focus Taiwan, on a une responsable d'une entreprise immobilière qui explique que le ralentissement de la croissance économique a conduit à une certaine baisse des prix de l'immobilier, rendant peut-être plus accessible l'achat de nouveaux logements. Et une autre représentante d'une autre agence immobilière explique au contraire qu'il y a aussi eu des subventions gouvernementales en début d'année qui ont permis aux acheteurs de logements d'accéder à la propriété, au moins au premier semestre de l'année 2024. En quelques mots, un succès pour la ville de Tainan qui se classe 4e des meilleurs voyages à faire en Asie selon le magazine Time Out. Bon, c'est ce genre de... On va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir comment sont sélectionnées ces différentes villes. Et bien, Tainan est la seule ville taïwanaise qui figure dans cette liste dressée par les rédacteurs et les contributeurs de la section voyage de Time Out. Et elle se classe derrière Sumba en Indonésie, Siargao aux Philippines ou encore Da Nang au Vietnam. Et ensuite, il y a Ipoh en Malaisie, Osaka au Japon ou encore Lijiang en Chine. Bon, en tout cas, si je devais donner un conseil cette année, en 2025, ce serait peut-être d'aller faire un tour vers Osaka, qui accueille en 2025 l'exposition universelle. C'est pas le cas de Tainan, où vous serez peut-être un peu plus tranquille dans ces magnifiques bâtiments historiques, mais aussi modernes, de l'une des plus belles villes du pays, selon moi. On termine rapidement sur la lecture que je vous conseille du mois. Là, c'est carrément le magazine Théa Mag, le volume 352, qui parle d'art public et du rapport à l'importance de l'art public pour rendre les espaces publics autour des logements relativement beaux et agréables pour les résidents et les différents usagers des quartiers. Dans sa préface, la rédactrice en chef, Rong Chang-mei, met en avant l'importance de l'art public dans le paysage urbain, mais aussi comme reflet de la culture, de l'histoire, mais aussi de l'esprit social d'un quartier, et que ça peut aussi être un vecteur d'émotions humaines dans l'espace urbain. Et c'est assez intéressant puisque récemment, c'est le magazine Slate qui a sorti un article assez court sur l'importance de la beauté de l'architecture et des quartiers pour la santé mentale. L'article s'appelle « Vivre dans une ville laide est mauvais pour la santé ». Ça a été sorti début 2025. Et en expliquant que c'est presque prouvé qu'une architecture ennuyante ne souffre pas que d'un défaut d'esthétisme, mais qu'elle nuit à la santé des habitants. Alors ça ne concerne pas uniquement Taïwan, mais en tout cas voilà, ça met en avant des études de neurosciences sur l'impact que pourrait avoir l'architecture sur la santé mentale. Des études qui sont en cours et qui ne permettent pas aujourd'hui d'affirmer ça, mais en tout cas qui peuvent relativement s'entendre. Effectivement, on vit toujours mieux dans un beau quartier que dans un quartier relativement vilain. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Première revue de presse de l'année pour la ville en pratique. C'était Clément Tricot. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, vous le savez.